Tu sais, quand on parle d'investissement, même quand on parle d'argent de manière générale, il y a vraiment un point super important à comprendre et à appréhender, c'est vraiment cette psychologie vis-à-vis de l'argent, cet état d'esprit à avoir vis-à-vis de l'argent, et le voir vraiment, je pense, comme une énergie, comme quelque chose de positif. Et moi, je le dis tout le temps, c'est-à-dire que l'argent, c'est un outil. Tu peux t'en servir pour faire quelque chose de bien, tu peux t'en servir pour faire quelque chose de moins bien. C'est même un démultiplicateur. Si tu es un trou de balle avant d'avoir de l'argent, quand tu auras plus d'argent, tu seras un plus gros trou de balle. Et à l'inverse, si tu es quelqu'un de bien quand tu n'avais pas d'argent, bah, tu seras quelqu'un d'encore bien aussi quand tu en auras. Simplement, ça peut te donner un effet de levier, ça peut te permettre de beaucoup plus contribuer, beaucoup plus aider, avoir le choix de passer du temps avec ta famille, avec tes proches, faire des choses que tu as envie de faire tout simplement, et éventuellement d'atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière. Et donc c'est pour ça que ce concept d'argent, en tout cas cette notion d'argent et la psychologie à avoir et l'état d'esprit à avoir vis-à-vis de l'argent, c'est vraiment quelque chose de super important à comprendre, appréhender et même à assimiler et d'appliquer dans notre propre vie. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais te faire le résumé de 10 leçons que j'ai pu ressortir d'un bouquin qui m'a énormément influencé quand j'ai commencé à m'intéresser au concept d'indépendance et de liberté financière et quand j'ai commencé à lire des livres et des ouvrages sur ces notions-là. Et ce livre, c'est La psychologie de l'argent. Je te mettrai le lien dans la barre d'infos. Comme à chaque fois, je ne pourrais pas le résumer à 100% ce bouquin. J'essaye la plupart du temps, quand je te fais des résumés de bouquins, on va dire de te présenter les leçons les plus importantes, ou en tout cas les leçons qui m'ont marqué aussi de mon côté. Et j'essaie de les agrémenter avec des expériences personnelles, des anecdotes aussi pour que tu puisses comprendre un peu plus ce qui peut se cacher derrière. Mais comme à chaque fois, je t'invite à lire les bouquins, te faire ta propre vision là-dessus, de te faire ta propre idée, éventuellement peut-être de réfuter certaines notions. Il y en a certaines qui vont te parler, d'autres pas. Mais voilà, la psychologie de l'argent, l'état d'esprit à avoir vis-à-vis de l'argent, c'est quelque chose de super important. Si tu le vois comme quelque chose de négatif, malheureusement, tu ne pourras pas être capable de changer ta vie, ou en tout cas d'attirer cet argent et puis peut-être d'atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière. Donc là, dans cette vidéo, je vais te résumer les 10 leçons, selon moi, les plus importantes de ce bouquin. Et la première, donc, c'est de comprendre que la richesse, elle est relative. Notre richesse va changer selon notre environnement et nos expériences. Ce qu'on considère comme riche, ça peut être différent de la perception d'une autre personne, et tu peux t'amuser à poser la question à 10 personnes autour de toi, finalement à partir de quel salaire on est considéré comme riche. Tu as des gens qui vont dire bah moi à partir de 1000 euros je suis riche, à partir de 2000 je suis riche, à partir de 4000, 5000, 10 000, je suis riche. Et plus tu vas avancer dans ta vie, plus tu vas rencontrer des gens peut-être qui vont sortir des sentiers battus, bah peut-être que ta vision va changer. Moi, il y a quelques années en arrière, déjà si je gagnais 3000 euros par mois, c'était quelqu'un de riche quoi, qui gagnait 3000 euros par mois. Aujourd'hui, ma vision est totalement différente. Et si tu vas à l'étranger, dans des pays qui sont beaucoup plus pauvres que ce qu'on peut avoir en France ou même en Europe de manière générale, rien que d'avoir 1500 euros par mois, pour eux, c'est déjà un salaire qui est monumental, tu vois. Donc, la première leçon, l'une des plus importantes qui ressort de ce bouquin, c'est d'être capable de se créer, en fait, si tu veux, sa propre définition de la richesse. Et il l'axe principalement au niveau de l'argent. On est d'accord que la richesse n'est pas que au niveau de l'argent, hein. Ça va dépendre aussi de tes interactions sociales, ça va dépendre des expériences que tu seras capable de créer, ça va dépendre de ta manière de contribuer, ta manière d'aider. Tu vois, si tu es quelqu'un qui a envie de participer à des associations, etc. Enfin, la richesse, c'est pas que lié bien évidemment à l'argent. Là, dans ce bouquin, il l'axe véritablement là-dessus, mais du coup, c'est quoi selon toi une vie riche, une vie épanouie? Et donc, il y a des gens qui vont dire une vie riche, c'est forcément avec 10 000, 15 000 euros par mois. Derrière, si ta vie, c'est avec énormément de stress, avec très peu de temps libre, bon, bah oui, tu auras de l'argent, mais tu pourras pas véritablement faire ce que tu veux. Moi, ma vraie définition de la richesse, et c'est ça qui m'a poussé, c'est d'utiliser l'argent comme un levier pour être capable de faire finalement ce que je veux et d'avoir plus de liberté dans ma vie. L'idée d'avoir de l'argent, c'était pas pour moi d'acheter plus de produits ou de services particuliers, d'acheter une grosse bagnole, d'acheter un yacht, d'acheter un jet privé ou ce que tu veux. Ça, typiquement, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse et qui me fait vibrer. Moi, ce que je voulais, c'était de reprendre possession de mon argent, de récupérer, si tu veux, cette liberté de temps et de garder surtout cette sérénité d'esprit. Parce que tu auras toujours un équilibre à un moment donné à avoir entre les revenus que tu seras capable de générer, l'énergie que tu vas mettre pour pouvoir générer ce capital-là, l'énergie que tu vas mettre également aussi pour pouvoir garder ce capital, parce qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent mais qui ne gardent pas ce capital parce qu'ils le dilapident n'importe comment, et surtout le stress que tu vas engendrer en ayant peut-être une activité plutôt qu'une autre. Et il y a des gens qui arrivent
à un moment donné, au début, à avoir un certain équilibre, que ce soit dans leur business, dans leur investissement ou ce que tu veux, parce que bah, ils arrivent à générer 3 000, 4 000, 5 000, 10 000, 15 000 euros par mois. Et là, ils arrivent à avoir un certain équilibre, même si des fois, ils bossent un peu plus que d'autres. Et puis après, quand ils veulent passer à des barrières supérieures, il va falloir embaucher, il va falloir faire du management, il va falloir faire du recrutement, il va falloir faire énormément de choses. Et ça peut générer du stress supplémentaire. Et moi, je connais des gens qui avaient la possibilité d'avoir une vie de liberté financière, si tu veux, tu vois, avoir plus de temps, contribuer, faire ce qu'on, entre guillemets, ce qu'on veut, mais avoir plus de temps pour nous. C'était la vision qu'ils avaient au début, et puis après, ils se sont perdus un petit peu en cours de route, parce que c'est des gens qui, la seule chose qu'ils connaissaient, c'était apprendre à gagner plus d'argent. Donc au départ, cet équilibre, ils l'avaient à peu près quand ils avaient 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 euros par mois, sauf que quand ils ont commencé à passer la barrière des 100 000, 200 000, 500 000, 1 million d'euros par mois, c'est des gens qui malheureusement se sont perdus, parce que derrière, ils se sont créés une nouvelle prison dorée, ils peuvent plus faire ce qu'ils veulent, ils sont pieds et mains liés clairement dans leur business, parce que des fois ils sont même beaucoup trop investis émotionnellement, même avec leur argent et ce que tu veux. Et donc après, bah, leur objectif de départ, c'était d'avoir plus de liberté, plus de possibilités pour faire ce qu'ils voulaient, et au final je trouve qu'ils se sont perdus en cours de route, parce qu'ils ont recréé cette prison par la suite, qui sont créés clairement de toutes pièces, alors qu'ils auraient pu garder cet équilibre par la suite et accepter de pas vouloir gagner, tu vois, des sommes astronomiques par la suite, puisque de toute façon, si tu commences à gagner 500 000, 1 million, 2 millions d'euros par mois, qu'est-ce que tu vas faire, tu vois? Aujourd'hui, moi, je gagne des dizaines de milliers d'euros par mois. Demain, tu me dis, tiens, je te donne encore 30 000 euros de plus par mois. Ça ne change pas ma vie. Tu vois, je m'en fous. C'est pas ça qui va m'intéresser. C'est pas pour ça que je vais changer ma manière de vivre aujourd'hui. C'est pas pour ça que je vais acheter tout de suite une nouvelle voiture ou ce que tu veux. Non, je m'en fous. Tu vois. Moi, le point crucial, le plus important pour moi, ça a toujours été l'équilibre entre les expériences que je voulais avoir, mon envie de contribuer, mon envie de faire tout ce que je fais aujourd'hui, ma liberté d'esprit, le fait de me coucher le soir n'étant pas stressé, parce que je sais que voilà, les choses que j'ai créées ça tourne, et quand même il y aura un truc qui tournerait pas, qui marcherait plus, je serais capable de rebondir. Enfin voilà, tu vois, moi c'est cette notion là. Et après tu en as peut-être pour certaines personnes qui vont regarder la vidéo qui vont se dire bah moi c'est peut-être pas ça, mais l'idée principale et la première leçon, la plus importante, je trouve, selon moi, dès le début, qui est présentée dans ce bouquin, c'est d'être capable de comprendre que la richesse est relative, que toi, la richesse que tu vas considérer comme étant une vie riche au terme et au sens financier sera complètement différente de quelqu'un d'autre, et c'est là où tu seras capable, et tu dois même mettre des limites et te dire, ok, la vie que j'ai envie de créer, la vision que j'ai de moi dans quelques années, c'est celle-ci, et c'est ça qui va te permettre de l'attirer éventuellement dans les prochaines années. La seconde leçon qui est super importante, c'est de comprendre l'importance des objectifs personnels. Et moi, je le dis tout le temps, si tu n'as pas d'objectif, si tu dis, bah moi, je veux atteindre la liberté financière en 5 ans, oui, c'est bien, c'est un objectif qui est ambitieux, et moi c'est ce que j'ai fait à titre personnel, mais si derrière tu n'as pas, on va dire, des objectifs qui peuvent être quantifiables, mesurables, etc., tu sais, c'est les objectifs SMART que je t'ai déjà évoqués, tu ne seras pas capable de savoir si finalement tu fais fausse route. Si tu n'as pas un cap très spécifique et défini, tu ne seras pas capable de savoir si tu es dans la bonne direction ou pas, et éventuellement changer ton fusil d'épaule si nécessaire. Et je vais te donner un exemple concret, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, il y a un outil que tu peux utiliser qui s'appelle TubBuddy, qui te permet d'analyser ta chaîne YouTube, notamment pour faire du référencement naturel. Et eux, c'est un plugin qui est utilisé depuis très nombreuses années sur YouTube, et surtout qui a scanné énormément de chaînes YouTube, des millions et des millions. Et en moyenne, il y a des statistiques qu'on peut récupérer sur cet outil et qui montrent par exemple qu'en moyenne, les chaînes YouTube qui ont 1000 abonnés sur YouTube, c'est des chaînes qui en moyenne, des fois c'est un peu plus, des fois c'est un peu moins, mais c'est en moyenne des chaînes YouTube qui ont publié à peu près 150 vidéos. Et donc si toi ton objectif c'est d'avoir 1000 abonnés par exemple au bout d'un an en publiant 150 vidéos, oui a priori tu as des chaînes qui ont 33 vidéos et qui ont déjà 100 000 abonnés, mais tu en as d'autres qui ont 4000 vidéos et qui ont 400 abonnés, tu vois. Ça aussi, ça existe. Donc tu as des écarts-types des deux côtés, et ce que je veux dire par là, c'est que si tu as prévu comme objectif d'avoir 1000 abonnés à la fin de l'année avec ta chaîne YouTube, tu sais qu'il faut faire 150 vidéos en un an, donc ça fait combien de vidéos par mois, combien de vidéos par semaine. Si tu vois que tu dois faire 3 vidéos par semaine et qu'au bout de 2 semaines, tu n'en as publié que 2, a priori, tu ne seras pas dans la bonne direction pour atteindre potentiellement, si tu veux, tes 1000 abonnés. Donc peut-être qu'il va falloir revoir ta manière de fonctionner, peut-être revoir tes objectifs à la baisse. Enfin, tu vois, tout ça, c'est important. Quand je parle d'indépendance et de liberté financière, c'est pareil. Si tu dis, moi, je veux atteindre ma liberté financière, oui, mais
ta liberté financière, tu l'as à partir de combien d'euros, tu vois? Pour toi, c'est quoi la liberté financière? Ça revient à la même définition du début. Mais surtout, c'est à partir de combien de revenus? Quel est le niveau de vie? Qu'est-ce que tu as envie de faire par la suite? Et quels sont les leviers et les actifs que tu vas être amené à développer? Quel est le véhicule d'investissement que tu vas utiliser? Tu vas atteindre la liberté financière en 5 ans, mais tu investis, je ne sais pas, 100 euros par mois sur un ETF MSCI World. Tu as bien compris que ça ne fonctionnera pas. Pareil, tu investis 3000 euros par mois, mais sur les métaux précieux, et tu vas atteindre la liberté financière en 5 ans. Pareil, ça ne sera pas le bon véhicule d'investissement. Tu vois, pose-toi les bonnes questions, et c'est à partir du moment où tu commences à mettre par écrit tes objectifs personnels, tes limites, ce que tu souhaites faire, où tu vas pouvoir t'orienter éventuellement vers la direction que tu souhaites. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas amené à évoluer au fur et à mesure du temps. Moi, la vision que j'avais il y a quelques années en arrière a beaucoup changé aujourd'hui et sans doute qu'elle changera encore demain. Et c'est aussi l'intérêt du parcours qu'on suit tous. Mais c'est super important de comprendre que si aujourd'hui tu n'as pas de direction, tu ne sais pas où tu vas, ou du moins c'est pas quantifiable, tu ne les as pas mesurés, tu ne peux pas les quantifier, tu ne peux pas les analyser, tu ne sauras jamais finalement si tu te rapproches de ton objectif, si tu recules, etc. etc. C'est super important de mettre tout ça par écrit parce qu'une fois que tu as mis tout ça par écrit, tu seras capable de savoir si tu es en avance, si tu es en retard, changer de direction si c'est nécessaire, etc., etc. Troisième leçon de ce bouquin, c'est de comprendre que les émotions dictent les décisions financières. Les émotions vont jouer un rôle énorme dans les décisions financières. La peur et la cupidité peuvent souvent mener à des choix irrationnels. Et bon, ça, je t'en ai parlé pareil à plusieurs reprises, mais en investissement, que ce soit en crypto, en bourse, ce que tu veux, il y a des cycles. En crypto, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus violent que ce qu'on peut retrouver sur les marchés financiers, mais il y a également des cycles sur les marchés financiers et plus spécifiquement en bourse. Je dis en général que ce qu'on vit en crypto en 4 ans, c'est ce qu'on est capable de vivre en bourse à peu près en 20 ans. Parce qu'en 20 ans, tu as à peu près tous les cycles. Tu as des cycles euphoriques, d'espérance, et puis également de capitulation, de désespoir total. En crypto, en général, tu tapes un bull market, c'est bon, tu considères que tu es hyper riche, tu vends pas à temps. Tu fais buy and hold de Diamond End et tu te retrouves quelques années après avec un portefeuille plus faible que ce que tu avais investi il y a 2 ou 3 ans en arrière et en général ça fait quand même très très mal. Donc ça te permet de comprendre les émotions primaires et c'est comme ça aussi qu'on a en partie de la volatilité. La volatilité, elle vient des facteurs humains, des différents acteurs qui décident de s'échanger des actifs. Quand tu vas en bourse, il y a des gens qui veulent vendre une action, d'autres qui veulent l'acheter. Puis après, ce qui va changer, c'est le prix. Tu as des gens qui veulent vendre, qui vont essayer de vendre le plus cher possible, et ceux qui veulent acheter, ils veulent acheter le moins cher possible. Donc il y a toujours ces échanges-là entre les deux et c'est ce qui fait les variations. Ceux qui veulent paniquer, c'est ceux qui paniquent quand il y a des mauvaises news, tu vois, économiques, quand on nous parle de récession, quand on a eu la crise sanitaire, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont vendu, il y en a d'autres qui ont vu l'opportunité. Et donc cette volatilité aussi, c'est le prix qu'on doit payer en partie pour avoir une performance sur nos actifs. Mais ce qui va t'amener à prendre des mauvaises décisions, c'est d'agir sous le coup de l'émotion, d'agir sous le joug de ta psychologie qui, malheureusement, quand on est débutant, n'est pas suffisamment aiguisée pour nous amener à prendre les meilleures décisions. Et donc cette peur, souvent, va nous amener à vendre le plus bas, que ce soit en crypto ou ailleurs. On a peur, ça baisse, donc je vends. Et puis dès que ça monte, on va continuer de holder ou on va continuer éventuellement d'acheter parce que ça peut encore monter plus haut, alors que ça devrait être l'inverse. Quand tout le monde a peur, on devrait acheter. Et quand tout le monde est cupide, nous, on devrait vendre. Mais voilà, c'est toujours le plus facile de le dire. C'est toujours facile de le comprendre dans la théorie. Dans la pratique, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Un autre point important, c'est de comprendre l'effet des biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est le fait de comprendre et de regarder du contenu ou de regarder des informations ou d'assimiler des informations qui sont uniquement en accord avec ce que nous on pense au préalable. Je vais prendre un exemple concret. Si toi tu penses que le Bitcoin c'est de la merde, que ça repose sur rien, que c'est une saloperie qui n'ira nulle part, c'est peut-être la vision que tu as aujourd'hui. Et si tu vas sur YouTube, sur les réseaux sociaux, tu vas peut-être regarder du contenu qui est en accord avec ce que tu dis. Et c'est là où malheureusement on va dire les réseaux sociaux sont quand même assez pernicieux là-dessus, c'est qu'ils vont avoir tendance à te proposer du contenu qui est en adéquation avec ce que tu recherches et ce que tu regardes. Donc si tu dis, voilà, le Bitcoin c'est de la merde, ça repose sur rien, c'est pas intéressant, c'est quoi la valeur intrinsèque de cet actif, etc. Si tu t'es pas vraiment renseigné sur ce sujet, tu vas regarder du contenu qui va être en adéquation avec ce que tu penses et les réseaux sociaux vont continuellement te présenter du contenu qui va être en adéquation avec ces choses-là. Et donc, toi tu diras, regarde, tout le monde est d'accord avec moi. En fait, j'ai l'impression que tout le monde dit la même chose que moi, tout le monde pense que le Bitcoin c'est la merde, mais pour autant, il y a quand même des personnes sur Internet qui disent que c'est le meilleur. Mais non, moi je continue de regarder ce contenu-là parce que tout ce que me
présentes les réseaux sociaux. C'est comme ça que fonctionne l'algorithme, hein, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, est-ce que tu veux. Et du coup, bah, toi, tu vas rester dans cette vision-là et tu vas pas avancer. C'est pour ça que c'est super important, même si des fois c'est compliqué, de se forcer à regarder des avis contraires à ce qu'on pense et de se faire sa propre idée. Si toi, en regardant du contenu sérieux de personnes qui essayent de t'expliquer les raisons pour lesquelles il y aurait un intérêt d'avoir une partie de notre portefeuille sur du Bitcoin, ou pourquoi ça pourrait avoir un intérêt d'en détenir dans les prochaines années, l'or digital 2.0, les différents piliers, tu sais, du Bitcoin, hein, la résistance à la censure, la décentralisation, la vraie souveraineté monétaire, être capable de reprendre possession de son propre argent, etc., etc. Si toutes ces choses-là, finalement, après regarder du contenu, tu te dis, bah non, ça ne me parle pas, et je reste sur ma position initiale, c'est ok. C'est ok, mais du coup, tu auras fait l'effort nécessaire pour te poser les bonnes questions et te dire, bah, peut-être que la réalité n'est pas celle que j'avais pensée au départ. Et moi, je me suis rendu compte que là où j'ai eu les meilleurs résultats, surtout en investissement en crypto, parce que ça fait des années que j'investis à l'intérieur et même aussi en bourse, mais la volatilité est nettement moins significative, nettement moins importante. Mais en crypto, là où j'ai eu les meilleurs résultats, c'est à chaque fois que j'ai eu un esprit, si tu veux, contrariant. C'est-à-dire que là où beaucoup de gens me disaient le projet-là c'est de la merde, ça repose sur rien, c'est pourri, il faut pas investir, etc. Et qu'il y avait même un consensus global en fait sur ce genre de projet. Moi, j'ai essayé de faire l'effort nécessaire pour me former, pour comprendre, pour aller rechercher les informations, à lire les white papers, à comparer les informations, etc. Et quand je me suis rendu compte au final que ce qui était dit par les personnes sur Internet, c'était souvent des gens qui n'avaient absolument pas fait de recherche sur le sujet et qui parlaient d'un point de vue émotionnel, parce que peut-être que le porteur de projet, clairement, leur revenait pas, que c'était pas quelqu'un qui avait la vision qu'on pourrait avoir d'un leader dans le domaine crypto, ou peu importe la notion qui pourrait pousser les gens à penser d'une certaine manière. Mais moi, là où je me suis rendu compte, c'est que là où j'ai eu les meilleurs résultats, c'est quand je suis allé à contre-courant des gens. Là où beaucoup de gens disaient que c'était de la merde, bah moi je suis allé creuser le truc et je me suis dit, bah non, au final, c'est pas tant de la merde que ça. Donc j'ai placé de l'argent dessus et ça a très très bien fonctionné. Il y a des fois où aussi ça marche pas, hein, on est d'accord. Mais le fait de considérer et de rester sur le biais de confirmation et de suivre la masse, t'as qu'à regarder en fait en général les résultats de la masse, hein. Combien de personnes souhaitent avoir le statut d'indépendance et liberté financière et combien l'atteindront réellement, combien décident de placer leur argent en crypto-monnaie et combien réellement de personnes gagnent de l'argent en crypto-monnaie ou font exactement la même chose. Regarde des saloperies sur internet, certains influenceurs qui vont leur dire, ah tiens, investis sur le top 10 de crypto-monnaie qui vont faire un x100 sur le prochain bull run, et ce qui t'explique pas, c'est que ces gens-là ils sont rémunérés, ils sont sponsorisés par ces projets crypto pour aller dumper sur la gueule de leurs followers. Ça, ils te le diront jamais. Mais regarde à peu près les résultats de la majorité des gens qui investissent sur les différents secteurs, hein. Ça peut être en bourse, ça peut être en immobilier, ça peut être en crypto. Et dis-toi, est-ce que vraiment j'ai envie d'écouter le point de vue de ces personnes-là? Quelqu'un qui a investi en immobilier mais qui a perdu de l'argent en investissant dessus, est-ce que concrètement tu as envie d'entendre son point de vue sur comment faire de l'argent en immobilier? Non. Rapproche-toi de personnes qui savent de quoi elles parlent et qui ont déjà réussi et qui ont déjà atteint les objectifs que tu t'es fixés. Ça, c'est super important. Et moi, je te dis, une grosse partie de ce qui m'a permis d'accéder à cette liberté financière, ça a été l'effet de levier principalement crypto, même si c'est pas que ça. Et moi, ce qui m'a énormément aidé là-dessus, c'est d'avoir une vraie compétence, une vraie expertise sur le sujet, bien que ce soit un sujet extrêmement complexe, et surtout de me forcer à rester le plus humble possible, de rester le plus ouvert d'esprit possible, et de comprendre qu'il n'y a pas de vérité absolue, qu'aujourd'hui on est dans un domaine qui est très exploratoire, et plus tu vas essayer d'éviter au maximum les biais de confirmation, et plus tu vas essayer de rechercher les informations, confronter les idées, toujours dans la bienveillance, tu vois, mais confronter les idées, t'interroger, etc., bah, plus ça va t'éviter aussi de passer à côté éventuellement d'opportunités. Il y a combien de personnes en 2008, 2009, 2010, 2011, etc. qui ont considéré que le Bitcoin c'était pourri, que ça servait à rien, etc. et qui n'ont pas investi. Et puis, quand on en a de nouveau entendu parler plus tard, le consensus a fait que peut-être qu'on s'est remis en question, on a dit « Ah bah oui, là, en effet, c'est intéressant pour telle ou telle chose. » Mais tu vois, si dès le début, en fait, tu n'avais peut-être pas refoulé le truc, ou tu n'aurais pas dit ouais, c'est bon, c'est pourri, je lis même pas le white paper, je fais pas le truc », au final, tu es passé à côté d'une opportunité énorme. Et là, j'ai parlé du Bitcoin, mais ça peut être en bourse, ça peut être ailleurs, tu vois. Et souvent, le changement, il se cache à travers des toutes petites choses. Ça peut être une rencontre, ça peut être un bouquin que tu vas lire, ça va être une vidéo que tu vas voir, de t'obliger à te confronter à des visions différentes de personnes qui sont peut-être plus intelligentes que toi, plus smart, qui ont eu plus d'expérience. Ça peut te permettre de remettre en perspective les choses et peut-être de te remettre dans le droit chemin si c'était nécessaire.
Cinquième leçon de ce bouquin, c'est la liberté financière et le contrôle. Donc la liberté financière véritable vient du contrôle sur notre vie et non de l'accumulation de biens. L'argent est un outil pour gagner le contrôle et pas une fin en soi. Ça, c'est ce que je t'explique depuis maintenant un certain temps sur cette chaîne YouTube. Il y en a beaucoup qui considèrent que l'argent c'est une fin en soi, ou soit que c'est bien, soit que c'est mal. Non, l'argent c'est une énergie, c'est un outil. Ça peut te servir, un marteau, tu peux l'utiliser pour construire une maison, tu peux t'en servir pour taper sur la tête de quelqu'un et le tuer. L'argent c'est pareil, c'est un démultiplicateur, ça peut te permettre de faire énormément de choses, à condition de l'utiliser correctement. Et je pense que la plupart des gens qui regardent ma chaîne YouTube ont compris que l'intérêt d'atteindre l'indépendance et la liberté financière, c'est pas que de se dire ah bah tiens je vais plus consommer ou je vais acheter 50 voitures ou ce que tu veux. Je pense que ça a priori, ça va pas faire vibrer énormément de gens. Je pense que pour beaucoup de personnes, et moi c'est clairement ma vision que j'ai eue depuis le début et que je continue de garder aujourd'hui, c'est d'avoir plus de temps pour soi, d'avoir une vraie liberté géographique, une liberté émotionnelle, une liberté psychologique, une liberté sur tous les plans en fait de ma vie. Ça a été le point le plus important et je suis pas prêt à faire de compromis là-dessus. Par contre, il y a toujours un équilibre à avoir. Plus tu vas vouloir gagner de l'argent, plus tu vas vouloir, on va dire, créer des nouvelles sources de revenus, etc. Plus ça va te demander du temps, de l'énergie, plus ça peut générer aussi un certain niveau de stress. Donc tu auras un équilibre à avoir. Et je pense que l'intérêt pour beaucoup de gens, c'est pas juste de se dire, voilà, je deviens riche pour acheter tout un tas de saloperies qui me serviront à rien. C'est pour ça que d'ailleurs aussi, je suis un fervent défenseur du frugalisme, du minimalisme, alors qu'a priori, j'aurais la possibilité aujourd'hui d'acheter clairement à peu près tout ce que je veux, tu vois. Donc ça, c'est super important. La sixième leçon importante de ce bouquin, c'est le coût d'opportunité. Et le coût d'opportunité, je vais essayer de te le présenter et te le résumer avec une expérience que j'ai vécue moi de mon côté au tout début. C'est-à-dire que tu sais rapidement quand tu commences à t'intéresser à l'investissement, à l'entrepreneuriat et à toutes ces choses-là, on te dit rapidement, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, il faut se diversifier, etc. Et du coup, moi c'est ce que j'ai fait. Au départ, j'avais un capital, je crois, de 20 000 € que je voulais investir. Et donc j'en avais mis une partie dans les actions, j'en avais mis une partie dans les métaux précieux. Je crois que j'avais mis 7 000 balles dans les métaux précieux au début. Donc dans de l'or, dans de l'argent, etc. Dans de l'or et de l'argent physique. Et puis l'autre partie, si tu veux, dans les crypto-monnaies. Et puis le bull run a avancé, j'ai continué d'investir. Et au final, j'avais un portefeuille, je te dis des bêtises à peu près pour la location, mais c'est juste pour te donner un exemple. J'avais 40% sur les métaux précieux, je devais avoir 20% dans les actions et je devais avoir le reste dans les crypto-monnaies. Puis forcément, le bull run est arrivé, j'ai continué d'investir, j'ai augmenté mon allocation en crypto, si bien qu'à la fin, les cryptos dans lesquels j'avais investi avaient tellement bien performé que mon portefeuille, à la fin, était à, je crois que c'était plus de 80% sur les cryptos, à peine 15% sur les métaux précieux et moins de 5% je crois que sur les actions. Et donc ce qui était dingue, c'était que l'argent que j'avais utilisé, si au lieu de le mettre, en fait, si tu veux, cet argent-là, dans les métaux précieux, de le mettre dans les actions, je l'avais mis directement dans les cryptos, forcément que j'aurais eu des résultats beaucoup plus importants. Et le coût d'opportunité, c'est ça. C'est te faire comprendre que il y a toujours un risque dans tout ce qu'on fait. Et je te dis pas de faire all-in. Et je pense que d'une certaine manière, si j'ai pas fait all-in en crypto au début, c'est que j'étais pas serein à faire ça. Et c'est toujours plus simple de se dire a posteriori, j'aurais dû faire ça parce que ça a très bien marché de l'autre côté. Mais si ça n'avait pas marché, j'aurais été content d'avoir des métaux précieux et des actions aussi, tu vois. Donc c'est pour ça que la diversification, c'est importante. Mais le coût d'opportunité, c'est ça. C'est de te dire l'argent ou les ressources que j'utilise, parce que là on parle d'argent, mais ça peut être le temps que tu vas allouer, le temps, l'énergie, tout ce que tu vas mettre à un endroit, tu ne pourras pas l'utiliser ailleurs. Tu vois, si tu passes beaucoup de temps à regarder la télévision ou à regarder des merdes sur TikTok, tu ne pourras pas utiliser ce temps-là pour apprendre, pour développer un business, pour apprendre à investir ou ce que tu veux. Et c'est ça en fait le coût d'opportunité. Et ce coût d'opportunité, au fur et à mesure du temps, il va prendre de plus en plus d'ampleur avec les intérêts composés. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, moi quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement et dans la quête, si tu veux, au départ, au tout début de l'indépendance et la liberté financière, il y avait des personnes qui avaient tout pour réussir, qui avaient plus d'argent que moi, qui étaient nées dans une famille d'entrepreneurs, d'investisseurs, tous ces trucs-là, mais qui, clairement, ne passaient pas à l'action, si tu veux, qui trouvaient toutes les excuses nécessaires pour se dire non, là j'ai pas trop le temps, je le ferai plus tard, etc. Ou qui réfléchissaient, si tu veux, je connaissais des gens aussi qui réfléchissaient à la meilleure idée de business, qui réfléchissaient à la meilleure stratégie d'investissement. Il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils réfléchissent à la meilleure stratégie d'investissement, qui réfléchissent depuis 10 ans au meilleur business. Moi, j'ai pas trouvé au départ la meilleure idée de business, j'ai pas trouvé la meilleure stratégie d'investissement, j'ai tout fait ça au fur et à mesure du temps. Et oui, j'ai fait plein d'erreurs. Ouais, je me suis foiré, j'ai au début perdu énormément d'argent, et c'est ok, c'est normal, j'ai rebondi.
Mais aujourd'hui, je suis libre financièrement et eux, ils sont toujours encore en train de réfléchir. Tu vois? Donc c'est ça le coût d'opportunité. C'est comprendre que les actions, l'énergie, les ressources que tu vas mettre en place et que tu vas utiliser à un endroit ne pourra pas être utilisé à un autre côté. Et des fois, c'est bien aussi, hein, parce qu'il va falloir que tu gères ton risque, ton allocation de portefeuille, et de faire all-in sur quelque chose, bah, machinalement, si ça ne fonctionne pas, ça peut te mettre dans des positions compliquées. Donc c'est toujours un équilibre à avoir, mais et adapté surtout par rapport à ta situation personnelle. La septième leçon de ce bouquin qui est super importante, c'est d'arriver vraiment à faire le distinguo entre la complexité et la simplicité, notamment quand il s'agit d'argent et d'investissement. Il y a beaucoup de personnes et surtout beaucoup de débutants qui considèrent que plus on va faire quelque chose de complexe, de difficile à reproduire, meilleures seront nos performances, et c'est absolument pas le cas, parce que souvent plus tu vas faire quelque chose de complexe, plus ça sera difficile pour toi pour maintenir tes positions et ta stratégie d'investissement sur le long terme, et plus tu vas être sujet aux biais émotionnels et cognitifs, et donc plus tu seras amené à prendre des mauvaises décisions, et donc à vendre le bottom, à racheter le top, à faire n'importe quoi, à faire du stock picking, à faire du market timing, et on sait que c'est des choses qui ne fonctionnent pas. C'est pour ça que, ou du moins qui ont, tu auras de très fortes probabilités, une très forte propension à sous-performer le marché par rapport à quelqu'un qui va plutôt s'orienter vers une approche beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à gérer avec une approche passive, par exemple en utilisant les ETF. Et c'est pour ça que j'en parle beaucoup sur cette chaîne YouTube, parce que je sais que ça fonctionne. Les études académiques également aussi vont dans ce sens. C'est pas quelque chose que je sors de mon chapeau. Donc si tu as le choix, dans les prochaines années, même maintenant, entre choisir quelque chose de complexe, de difficile à suivre et quelque chose de simple, souvent la simplicité, c'est ce qui va te permettre de réussir et d'obtenir souvent même des résultats plus élevés que la moyenne. La huitième leçon, c'est le pouvoir de l'histoire personnelle. Notre histoire personnelle et nos expériences influencent énormément notre relation avec l'argent. Reconnaître et comprendre cette influence peut nous aider à mieux gérer nos finances. Et c'est un peu comme quand tu vas chez le psy, hein. Si tu as subi des traumas quand tu étais plus jeune, bah, il va falloir faire face à ces traumas pour mieux les comprendre, les assimiler et puis essayer de passer outre ces barrières-là. Et l'argent, c'est exactement pareil. Si tu as subi des traumas sur l'argent quand tu étais plus jeune parce que tes parents, je sais pas, ils se disputaient toujours par rapport à l'argent, ça a toujours été un sujet de discorde, un sujet très compliqué où il y a eu les huissiers qui sont venus chez toi, qui t'ont mis à la porte. Enfin, tu vois, il y a des gens qui ont subi c'est un sujet très compliqué si tu veux l'argent pour beaucoup de gens, et c'est pas pour rien. Et c'est pour ça que si tu as subi ces traumas-là en avance, il faut être capable de les comprendre, de les appréhender, de faire face à ça et d'essayer de retravailler dessus. Au même titre que tu ferais une thérapie pour un problème qui serait autre que l'argent. Mais si derrière tu considères l'argent comme quelque chose de négatif, malheureusement, bah, tu ne pourras pas l'attirer vers toi, parce que de toute façon, c'est quelque chose que tu vas refouler vraiment le plus loin possible. Et comme je te l'ai dit au début, l'argent, c'est une énergie. Ça va aller à celui qui va avoir une énergie positive vis-à-vis de ça, qui va mettre bien évidemment aussi des actions en place pour pouvoir l'attirer à lui. Mais ce qui est sûr, c'est que bah, quand tu es quelqu'un qui va vibrer du négatif autour de toi, tu vas attirer également aussi du négatif. Pareil, si tu es quelqu'un qui va vibrer énormément de positif, tu vas te rendre compte que tu as plein d'opportunités qui vont se présenter à toi, et c'est tout à fait normal. Neuvième leçon de ce bouquin, c'est l'importance du temps. Le temps, c'est un allié puissant en matière d'investissement. La patience et le long terme sont essentiels pour la croissance de la richesse. Donc ça, je t'en ai parlé à plusieurs reprises, pareil avec les intérêts composés. C'est pour ça que je dis, quand tu investis sur les marchés financiers, quand tu investis en crypto, quand tu investis même globalement, tu investis toujours sur le long terme. Le long terme, ça va dépendre en fonction des gens, mais tu vois, en bourse, c'est supérieur à 20 ans. En crypto, ça dépendra de tes cryptos. Si tu investis sur le 5 millième shitcoin que tu as sur CoinMarketCap et que tu dis, moi je fais du buy and hold sur le long terme dans 10 ans, peut-être que dans 10 ans, et même c'est presque sûr, à 99,9999% de chances que ton shitcoin ne sera pas là dans 10 ans. Donc il y a peut-être aussi un intérêt en fonction de la classe d'actifs de te séparer d'une partie des cryptos dans lesquels tu as investi, parce que ça peut être des investissements intracycles par exemple, mais moi ce que j'invite toujours à ne pas faire, en tout cas pour les débutants, c'est d'éviter de s'orienter dès le début vers une approche de trading, encore plus avec du trading à effet de levier, avec des produits complexes, des produits dérivés, parce que ça c'est la meilleure manière de perdre de l'argent, surtout quand on investit sur les marchés financiers, en crypto et tout. La plupart des études aujourd'hui montrent ça, et la meilleure manière de t'en sortir, c'est d'investir sur le long terme pour lisser la volatilité, mettre en place les intérêts composés, et puis également aussi limiter ton stress. C'est toujours une gestion de stress, hein.
La psychologie de l'argent, c'est aussi ça. Cette psychologie, si tu es capable de la dompter, de l'appréhender et de faire les choses correctement, ça pourra t'amener à prendre des meilleures décisions, ça pourra t'aider à faire en sorte de mieux placer ton capital sur le long terme. À l'inverse, si tu comprends pas trop tes biais émotionnels, les biais de confirmation, parce que je t'en ai cité quelques-uns quand même de biais, il y en a beaucoup qui sont présentés dans ce bouquin, si tu les comprends pas, si tu les appréhendes pas et que tu n'es pas capable de te dire « Ah bah là, je suis en train de tomber dans un biais plutôt qu'un autre, etc. » et que tu n'es pas capable de te protéger vis-à-vis de ça, ça sera très compliqué pour toi pour obtenir éventuellement le statut d'indépendance et de liberté financière. Enfin, la dernière leçon que je voulais te présenter ici dans cette vidéo, c'est de comprendre l'intérêt et la nécessité de mettre au premier plan, si tu veux, une véritable modestie, de rester humble et d'avoir un vrai réalisme financier vis-à-vis des objectifs qu'on s'est fixés. Concernant le réalisme financier, je mettrais même globalement le réalisme de manière générale et de comprendre que est-ce qu'aujourd'hui les actions que tu mets en place, elles sont en adéquation avec les objectifs que tu t'es fixés, tout simplement. Si tu dis, bah moi, je veux développer une entreprise par exemple sur Internet, je veux lancer un business ou je veux lancer une chaîne YouTube et puis, je sais pas, tu bosses 1 heure par semaine et tu dis, bah moi en 1 an, c'est bon, je vais déjà commencer à générer 10 000 euros par mois, a priori, tu te mets clairement le doigt dans l'œil et tu n'arriveras pas à atteindre cet objectif-là. Tes actions ne sont pas en adéquation avec les objectifs que tu t'es fixés. Si par contre tu dis, bah voilà, moi je veux lancer une chaîne YouTube, je veux être capable de développer une audience dans les 5 prochaines années, et puis je vais commencer à travailler 3, 4, 5 heures par semaine, et puis après je vais essayer d'augmenter la cadence, etc. Bah là peut-être que tu pourras atteindre tes objectifs. Pareil avec l'investissement. Tu te dis, bah voilà, moi je veux atteindre l'indépendance et la liberté financière dans les 25 ou les 30 prochaines années, et j'investis 500 euros par mois sur un MSCI World, c'est très bien. Tu pourras éventuellement atteindre cet objectif si tu fais les choses correctement, que tu te formes et que tu sois capable de prendre les bonnes décisions si tu veux. Si par contre tu n'utilises pas le bon véhicule d'investissement pour atteindre cet objectif, ça sera très compliqué. Donc pour moi, avoir un vrai réalisme financier, c'est tout, enfin même un réalisme de manière générale, c'est encore une fois prendre en compte est-ce que les actions que tu mets en place c'est en lien avec tes objectifs et éviter dans la mesure du possible de se trouver des excuses et des fausses excuses qui en réalité n'en sont pas, tu vois. Quand tu te dis j'ai pas le temps d'investir, j'ai pas le temps de me former, j'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps, c'est juste simplement c'est pas une priorité pour toi. Et il y a des gens qui vont te dire non, ce que tu dis c'est pas vrai, toi t'as pas d'enfant, tu sais pas ce que c'est et tout. J'ai également aussi vécu des situations où j'avais très peu de temps disponible. J'ai développé une entreprise en parallèle de mon job salarié, j'investissais aussi en parallèle, j'avais très peu de temps aussi de disponible. Simplement, j'ai utilisé mon temps à bon escient, j'ai essayé de l'optimiser au maximum pour mettre en priorité les tâches qui me permettaient d'atteindre la liberté financière. Si aujourd'hui tu considères que tu n'as pas le temps, mais que derrière tu passes des heures par jour à regarder des conneries sur internet, à regarder par exemple 2 heures le soir à te détendre et tout, en regardant la télé, des gens qui vont dire ouais mais j'ai besoin de me détendre. Oui mais pas de souci, mais du coup accepte que les 2 heures que tu passes à regarder la télé, c'est 2 heures que tu ne mettras pas pour te former. Du temps tu l'as, simplement c'était pas la priorité pour toi. Et moi, je reste vraiment dans cette vision-là de comprendre qu'on est toujours responsable, entre guillemets, si tu veux, de ce qui peut nous arriver, qu'on est toujours décisionnaire des choix qu'on sera amené à prendre. Parce qu'à partir du moment où tu considères que tu n'es plus décisionnaire et que tu te places en position de victime, tu perds le pouvoir et tu perds ta capacité à pouvoir changer et pouvoir évoluer positivement. Donc ça, c'est super important. Et le dernier point que je t'ai évoqué juste un peu avant, c'est le côté modestie, de rester humble. Il y a des personnes comme Warren Buffett, comme Ray Dalio, Peter Lynch, quand tu écoutes des interviews de ces personnes-là qui sont quand même multimilliardaires. Donc a priori, c'est des gens qui ont compris comment faire de l'argent, qui ont compris comment investir, comment développer leur capital ou ce que tu veux. Et quand tu écoutes leurs interviews, c'est des gens qui restent extrêmement humbles vis-à-vis du marché parce qu'ils ont compris que au final, il n'y a personne qui sera capable vraiment de dompter le marché, de comprendre tout ce qui va se passer. Et c'est qu'en étant humble, en essayant de se rapprocher des personnes qui sont plus smart que nous, plus intelligentes, de lire des livres, de se former, de remettre en question, d'avoir un vrai sens critique et un sens aiguisé, si tu veux, des finances, de l'investissement, que tu seras capable par la suite, a priori, de prendre des meilleures décisions et éventuellement, je l'espère pour toi, atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière. Donc ça fait partie des notions les plus importantes que j'ai pu retirer de ce bouquin, mais comme à chaque fois, je t'invite à aller le lire pour te faire ta propre idée là-dessus. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé et qu'elle t'aura été utile. Si maintenant tu veux aller plus loin sur le concept d'indépendance et de liberté financière, je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la description de la vidéo. Donc tu verras dans la description, tu as un lien, tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.